Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Aujourd'hui, un schéma d'un régulateur LDO qui m'a été envoyé par Sylvain, qui est un régulateur donc LDO, on va voir ce que ça veut dire, entièrement à transistor. Alors, je rappelle que LDO, ça veut dire Low Dropout, c'est des régulateurs généralement linéaires qui acceptent de fonctionner avec une très faible différence de tension entre l'entrée et la sortie. Je rappelle que la quasiment totalité des régulateurs, surtout linéaires, ont ce qu'on appelle une tension de déchet, c'est-à-dire que la tension de sortie doit être forcément inférieure à la tension d'entrée et inférieure d'une valeur qui est ce qu'on appelle généralement la tension de déchet, qui par exemple sur un 7805, par exemple standard, est de l'ordre de 2 volts, et encore 2 volts c'est le datasheet, dans la réalité c'est plus souvent 3 volts que 2 volts. Ça veut dire qu'un régulateur 7805 par exemple, si on va avoir 5 volts en sortie, doit avoir au moins 8 volts en entrée, sinon on n'aura pas la tension de sortie, ou il ne fonctionnera pas correctement. Alors bien sûr, déjà ça l'impose de chauffer, dans la mesure où les 3 volts aux bornes, par exemple, si c'est 1 ampère, ça le fait chauffer de 3 watts, et en même temps, ça ajoute une contrainte. Si par exemple j'ai un système 5 volts, je voulais l'alimenter avec 4 piles de 1,5 volts, ce qui nous fait 6 volts, je ne peux pas utiliser un régulateur 7805 dans la mesure où sa tension de déchet sera trop grande. Et donc là, Sylvain m'a proposé un régulateur fait entièrement avec des transistors qui, si j'en crois les mesures qu'il m'a transmises et que je vais vous présenter, a plutôt de bonnes performances. Alors voilà le schéma qu'il m'a fourni, schéma que je n'ai pas personnellement testé, je vous le présente, je vais essayer de vous l'expliquer, et aussi vous montrer les mesures qu'a fait Sylvain, mais voilà, j'en sais pas plus. Alors, comme d'habitude, quand on fait de l'analyse de schéma, on va essayer de reconnaître certains nombres de patterns. Alors, la première pattern qu'on peut reconnaître, c'est ici, et ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté, qui s'appelle une diode sans seuil, une diode parfaite en quelque sorte. Alors pourquoi cette diode? C'est parce que je pense qu'il a voulu protéger son régulateur contre les inversions de polarité. Je vous renvoie bien sûr à la vidéo que j'ai faite sur les diodes parfaites, vraiment un montage très commun, donc qui permet de s'affranchir du 0,6 volts de seuil des diodes. Ensuite ici, on a deux condensateurs, je veux dire, assez classique de filtrage. Alors ensuite, le cœur du système, c'est cet amplificateur, une sorte d'amplificateur opérationnel si on veut, mais fait à transistor, qui va comparer la tension de référence, que l'on voit ici, avec la tension de sortie qui est mesurée là. Donc pour faire ça, on a ici un circuit intégré, qui est une référence de tension de 2,5 volts, donc qui est polarisé par cette résistance, découplé par ces deux condensateurs. La diode ici sert, je pense, que en cas de coupure ici de l'alimentation, c'est pour éviter que, que la tension ici devienne négative. C'est-à-dire que ça va décharger ici les condensateurs correctement. Donc voilà pour ça. Et donc là, on a une tension le plus stable possible de 2,5 volts. Et en sortie, comme on a ici ce pont diviseur fait de deux résistances identiques de 10 kΩ, on a ici, avec une impédance de sortie assez forte, mais ici, donc, une mesure de tension de sortie. Alors, ici, on peut retrouver ce qu'on appelle un amplificateur différentiel qui est fait avec des transistors. Alors ça aussi, c'est une pattern qui est très connue. D'ailleurs, on peut la voir ici, qui est un amplificateur différentiel, mais qui utilise en charge un miroir de courant. Bon, le but ici de la vidéo, c'est pas de vous faire vraiment toute l'analyse des amplificateurs différentiels. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur le sujet. Mais en gros, voilà, quand on montre comme ça cette paire de transistors comme ça, avec ici soit une source de courant, soit une résistance, on peut, éventuellement dans les collecteurs aussi, soit mettre une charge passive, c'est-à-dire une résistance, mais souvent le fait d'utiliser un miroir de courant, ça améliore énormément l'amplificateur. Donc ce miroir de courant, je rappelle, c'est un système où le courant qui passe ici est, je veux dire, automatiquement imposé ici. C'est pareil, je vous avais fait une vidéo sur les miroirs de courant que je vous invite à regarder si vous voulez en savoir plus. Ici, on retrouve exactement cette pattern, mais bien sûr, elle est inversée. C'est-à-dire qu'ici, il a été choisi de le faire avec des transistors PNP. Ça permet d'avoir moins de contraintes au niveau de la tension. Cet ensemble ici, donc, fait cet amplificateur différentiel, avec ici ce condensateur. Le condensateur, c'est le condensateur classique de compensation, comme on appelle, qu'on retrouve dans tous les ampli-op, généralement, qui, bien sûr, bride la bande passante, mais assure la stabilité. C'est pareil. Je ferai peut-être un jour aussi, je l'ai prévu depuis longtemps, une vidéo pour expliquer cette histoire de compensation, mais le fait de ne pas ici mettre le condensateur entraînerait des instabilités.
Alors bien sûr, la sortie de cet ampli est à relativement haute impédance. Donc là, on retrouve un montage très classique à transistor en collecteur commun. Je rappelle que le collecteur commun est un montage qui donne surtout une amplification en courant, et pas en tension, à mesure où la tension à cet endroit-là est bien la même qu'ici, avec 0,6 volts de décalage qui correspondent au seuil de la jonction base émetteur ici. Et ensuite, pour driver ici ce transistor de puissance, on a là ce B639 qui va donc, quand il va devenir passant, je veux dire, plus il est passant, en fait, plus il va faire passer de courant ici dans la base de ce transistor, et donc plus il va être passant, et donc éventuellement même, on va le voir, quasiment jusqu'à la saturation. C'est-à-dire que quand il est saturé, on aura ici entre l'émetteur et le collecteur une tension très faible, le fameux VCE-SAT. Cette diode ici va servir à éviter, pareil, quand ici la tension baisse, d'avoir une polarisation négative. C'est ce qu'on met aussi souvent sur le régulateur. Et on retrouve en sortie, ici, 2 condensateurs de filtrage, sachant que, j'en avais déjà parlé, mettre un condensateur de 100 nanofarad en parallèle sur un 100 micros, c'est pas tellement au niveau de la capacité, parce que 100 nanofarad, c'est que dalle à côté de 100 micros, mais l'idée, c'est de prendre la relève pour les hautes fréquences, à mesure où les condensateurs électrochimiques, comme ça, généralement, à une fréquence de l'ordre de, alors ça dépend des modèles, mais enfin, généralement, c'est aux alentours de 5 MHz, ne se comportent plus du tout comme des condensateurs, mais comme des selfs. Donc, c'est pas vraiment l'effet choisi. Et à ce moment-là, le 100 nanofarad en parallèle dessus, lui, va prendre la relève et faire que la capacité reste, je veux dire, valable, même pour des fréquences élevées. Donc voilà ici ce schéma. Alors on peut noter qu'il n'y a pas de protection de limitation de courant. C'est-à-dire que si à un moment donné ici on tire trop de courant, soit ici en amont la source va s'écrouler, ça dépend de son impédance, soit le transistor ici va chauffer de plus en plus. Et il ne faut pas oublier que ce transistor ici dissipe une puissance qui dépend largement de la différence de tension entre l'entrée ici et la sortie. Alors, si en effet on l'attaque à par exemple 6 volts, de toute façon pour 1 ampère par exemple, il dissipera 1 watt, 6 volts moins 1 volt à ces bornes, donc ça fait bien 1 watt, mais plus la tension ici va être élevée, plus pour le même courant, ici on aura une dissipation de puissance, je vous en avais déjà parlé, donc il peut être impératif de monter ce transistor sur un refroidisseur, sachant que ici, apparemment, ça supporte jusqu'à 60 volts en entrée. Bon, alors 60 volts en entrée, le côté LDO, on s'en fout un petit peu, mais 60 volts en entrée, ça veut dire que si on veut tirer 1 ampère, ça voudrait dire que le truc ici, il va dissiper 55 watts. Alors peut-être que ce modèle peut le faire, mais c'est sûr que s'il il doit dissiper une puissance pareille, il faut mettre le radiateur qui va bien, avec éventuellement même un ventilateur. Donc voilà ici pour ce schéma. Alors pourquoi le choix ici d'un PNP? Justement, si ici, comme souvent dans les alimentations stabilisées, on utilisait un transistor NPN, pour commander le transistor NPN, il faut déjà que la tension de sa base soit au moins 0,6 volts supérieure à celle de son émetteur, si on le branche comme c'est souvent le cas, en collecteur commun. Or, pour faire ça, et pour se garder de la marge, ça veut dire que tout le circuit de commande fait que voilà, ça sera très difficile d'avoir ce côté LDO avec NPN. C'est pour ça que tous les régulateurs low drop, comme ça, généralement, sont faits autour de transistors PNP. Alors, Sylvain apparemment fait des prototypes. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure des photos assez incroyables. Lui, il n'utilise pas de breadboard, mais il n'utilise même pas ce que je vous avais déjà montré, qui s'appelle le Manhattan Style, qui consiste à faire des montages comme ça sur des plots, sur du PCB. Lui, il fait tout en l'air. Donc voilà, par exemple, son montage ici de son prototype. Alors pourquoi pas, je veux dire. Mais alors c'est sûr que c'est facile à modifier, éventuellement, de faire des mesures avec. Après, voilà, c'est assez fragile. Enfin bon, ça va pour faire du proto. Et il a utilisé comme charge des résistances de puissance mises comme ça en parallèle. Alors voilà les mesures qu'il a faites. Alors pour avoir une idée, il a fait une comparaison avec le LM317, qui est un régulateur de légende. Et donc lui, il a trouvé que même pour un courant de sortie faible, de 20 mA, il fallait quand même que la tension d'entrée du LM317 soit au moins 1,5 volts supérieure à la tension de sortie désirée, à savoir ici 5 volts. Et on voit que voilà, si on veut l'attaquer en 5 volts, en sortie, on voit qu'on n'arrive pas à avoir les 5 volts. En gros, il fonctionne pas, le régulateur, il régule pas, il peut pas réguler correctement. Donc on a une tension en sortie, mais
Je veux dire, le régulateur, il a beau faire le maximum qu'il peut, il n'arrive pas à la réguler. Avec une tension d'entrée de 6,5 volts et un courant très faible, là, on arrive à avoir les 5 volts. Mais 20 mA, c'est pas beaucoup. Si on veut lui tirer un courant beaucoup plus conséquent, par exemple 1 ampère, un LM317, ça tient 1 ampère, bah là, on voit qu'il faut au moins mettre 7 volts en entrée. Et donc, bah voilà, là, ça veut dire que sa tension de déchet est de 2 volts. Et encore, par expérience, comme je vous dis, les 2 volts des régulateurs comme ça, linéaires standard, souvent, c'est même pas vraiment assez, quoi. Généralement, moi, je compte toujours au moins 2,5 ou 3 volts minimum pour qu'il fonctionne bien. Enfin bref, donc là, ça veut dire que on a une perte de 2 volts borne. Sur son régulateur perso, donc celui que je vous ai expliqué, là, il arrive carrément à avoir 0 volts pour une intensité de 20 mA. C'est-à-dire qu'en tirant 20 mA, ici, le transistor il est complètement saturé et il a un VCE SAT avec un courant faible comme ça qui est vraiment très très bas, ce qui fait qu'il arrive déjà à sortir 5 volts. Après, bien sûr, dès qu'on va commencer à tirer du courant, il n'arrivera plus à maintenir cette tension. Le VCE SAT, il augmente, c'est intrinsèque au transistor. Mais on voit que si on veut lui tirer 1 ampère, voilà, la tension de déchet ici est de 0,8 volts. C'est quand même bien mieux que les 2 volts. Ce qui veut dire, par exemple, comme je l'ai expliqué au début, que si vous voulez alimenter ça avec des piles, par exemple, ou des batteries de 6 volts, vous pourrez avoir une sortie de 5 volts, même avec un courant aussi haut que 1 ampère. Donc ça, c'est quand même un circuit qui est assez intéressant. Alors bien sûr, c'est un circuit qui nécessite pas mal de composants. Pour info, il existe des régulateurs LDO qui sont de très bonne qualité aussi en circuit intégré. En particulier chez LT, Linear Technology, qui dure peut-être toujours, je ne sais pas si c'était racheté, un peu un spécialiste de ce genre des régulateurs. Enfin voilà, là c'est quand même un intérêt de voir aussi un petit peu comment ça fonctionne. Alors, Sylvain, il fait d'autres montages. En particulier, il m'a montré un prototype qu'il a fait d'une commande complètement au circuit TTL de moteurs, des moteurs triphasés, là, des moteurs qu'on appelle brushless, aussi sensorless. Dans les moteurs brushless, il y en a qui ont des capteurs dedans, qui permettent de savoir la position du rotor pour commander. Mais il y en a qu'on appelle sensorless, qui en gros échantillonnent de temps en temps la bobine de commande, qui sert aussi de capteur. Je vous ferai un jour, je pense, une vidéo là-dessus. Et là encore, on voit un montage en l'air que je trouve quand même assez exceptionnel. Là-dessus, il faut faire attention de ne pas trop appuyer dessus. Et là, on voit aussi, par exemple, là, un montage qu'il a fait avec des circuits TTL, comme ça. Bon, faut pas se louper, parce que là, à mon avis, si dans un cas comme ça, là, le circuit crame, pour le changer, ça doit être assez chaud. Et on voit qu'en fait, il colle les composants avec de la colle chaude, ici, sur une plaque en carton. Enfin bon, pour faire du proto, pourquoi pas, c'est assez original. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir son site, qui est très intéressant, où il montre différentes réalisations. Par exemple, il a fait une magnifique radiocommande, ici, programmable et tout, ou un compteur GGR de compétition, voilà, avec beaucoup d'afficheurs. Et il a développé une sorte de bibliothèque logicielle, un truc qu'il a appelé module, je crois, qui, à mon avis, peut être une solution intéressante. Donc voilà, je mettrai le lien sur son site en commentaire de la vidéo, si ça vous intéresse. Alors, un dernier mot sur capacité dynamique. Je rappelle qu'un régulateur comme ça, il marche bien en continu, mais comment il réagit avec des variations de tension rapides, soit des tensions d'entrée, soit de courant de charge. Et alors, j'ai posé la question à Sylvain, qui m'a dit que les mesures qu'il avait faites montraient que c'était plutôt très très stable. Donc, après, moi je lui fais confiance, il n'y a pas de raison. Alors c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de composants pour un régulateur, mais on voit que les performances sont là. Donc voilà pour cette explication de schéma, c'est le 60e épisode de cette série. Un grand merci à Sylvain pour ce schéma, qui je pense est quand même assez intéressant. Je vous rappelle que on arrive à la fin du mois et que donc samedi prochain, le 27 juillet de l'an de grâce 2024, j'aurai le plaisir de refaire un live avec vous, et toujours avec le terrible Nico. Tiens, Caroline, ça va Caroline? Qu'est-ce que tu fais? T'es en vacances? Ah, c'est bien, tu fais quoi? Tu voyages? Super. Et alors, l'autre fois sur l'autoroute, à côté, t'as vu un beau château du XVIe siècle. Ah ouais? Et tu dis, ils sont vraiment cons d'avoir construit un château si près de l'autoroute. Ah ouais, bien sûr.
Oui, ben ça marche pas la pauvre. Bon, allez là-dessus, passez de bonnes vacances et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.